Est-il vraiment besoin de présenter notre invité du jour, tant il occupe une place importante dans le paysage du polar et du thriller français? En 20 ans de carrière, Franck Tillier s'est hissé à la 4e place des vendeurs de livres en France, sans jamais se départir de sa fraîcheur, de son amour du public et de sa simplicité. Passionné de science, il nous fait le plaisir de partager son parcours et sa bonne humeur avec nous en faisant un petit tour, la tête dans les étoiles. Franck, merci de te joindre à la tête dans les étoiles. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir malheureusement. Alors il y a eu la pandémie, il y a eu pas mal d'éléments qui sont entrés en ligne de compte et alors moi j'avais un peu, lâché, le monde de la littérature et tout ça et donc je suis allé, faire 2-3 recherches te concernant, histoire de me remettre au goût du jour. Parce que quand on s'est connus, c'était il y a pratiquement 15 ans maintenant, tu étais, alors je sais que tu seras trop modeste pour le reconnaître, mais c'était Jean-Luc Bizien qui t'appelait le boss, l'équivalent de Ah oui, Springsteen dans le polar et c'est vrai qu'à l'époque, nous en plus, c'est tout nouveaux auteurs, on te voyait vraiment déjà comme ça. Mais alors depuis, tu as fait exploser le plafond de verre des ventes de polar. En 2020, tu as vendu 741 000 livres, ce qui te classait 4e en France derrière Musso, Bussy et Grimaldi, oui. et tu es arrivé à 7 millions de romans en 20 ans. Ah bah, moi, je suis très heureux, hein, évidemment, de voir ce qui se passe. Ce qui est chouette dans ce parcours, c'est que c'est quelque chose ouais, de progressif, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment parti au tout début de rien, en fait, parce que je viens pas du tout du milieu de la littérature. Donc, j'ai écrit un jour un livre, enfin quelque chose. C'était pas Conscience animale d'ailleurs? Si, Ouais. si, c'était Conscience animale. D'ailleurs, c'est assez rigolo autour de ce livre parce que plus personne ne le trouve. Et en fait, il devient une espèce d'objet super rare parce qu'il doit y en avoir peut-être, j'ai jamais su le nombre, mais je pense que c'est 200 ou 300 en format papier qui circulent en France. Et donc, les gens le recherchent, mais de manière incroyable. Et ça devient même une légende urbaine parce qu'ils se disent, mais est-ce que ce truc existe? Donc, moi, je laisse plutôt courir. Et donc, ça a démarré comme ça. C'est vrai, 200 exemplaires, ce qui était le nombre annuel de livres que je vendais. Et c'est vrai que quand tu cites maintenant 700 000, il y a quand même pas mal de marge entre les deux. Ouais, t'as jamais Euh, imaginé que ça puisse prendre une telle ampleur quand tu as démarré, en fait. non, non, bah non, c'est incroyable. Alors, au tout début, quand on écrit un livre, on est un peu naïf et on se dit, bon, on espère que ça va marcher. On n'a aucune notion de ce que sont les ventes, de ce qu'est le milieu de l'édition. Donc, c'est vrai on reçoit un peu la douche froide quand on reçoit ses premiers chiffres de vente et on se dit, bon, c'est ça la réalité. Donc, on se décourage un peu et puis après, bah, au fil des livres, c'est vrai que j'ai vu bah, que ça se développait, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un peu plus de lecteurs. De 300 livres, j'ai dû passer. Alors, je me souviens par exemple, Train d'enfer pour Ange Rouge, qui était le deuxième hein, après Conscience Animale. Ça a dû passer à. Il l'avait imprimé à, je sais pas, 1000 exemplaires. Donc, quand ils en impriment 1000, ça veut dire que tu en vends un peu moins. Donc voilà, ça a été ça au début, et puis après, ça a grandi. C'était un peu plus, un peu plus. Je trouve que c'est une belle progression qui fait que 20 ans après, je suis voilà, toujours là. Je fais partie un peu des carrières longues, un peu à la Johnny, à la Johnny dans la musique, c'est-à-dire que finalement, voilà, de traverser les années avec un public qui grandit et qui est toujours présent et voilà, qui m'accompagne depuis toutes ces années. Justement, c'est marrant parce que tu arrives dans l'écriture, et comme tu le dis toi-même, tu n'étais pas prédestiné à devenir écrivain. Tu fais des études d'ingénieur en électronique et informatique, c'est bien ça? Ouais, 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 j'ai toujours aimé les sciences, donc c'est vrai que j'ai fait à l'époque une terminale C, et puis j'ai fait des études d'ingénieur. Comme tu dis, voilà, tout ce qui est domaine un peu technologique, avec une spécialisation au bout de 5 ans dans l'informatique. Ouais, alors qu'est-ce qui t'amène à écrire? Alors que tu es scientifique à la base. Alors je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont des affinités littéraires. J'avais beaucoup de potes comme ça en terminale, qui eux étaient en terminale C et qui finalement lisaient plus que nous, qui étions en terminale L. Toi, c'est une passion qui a commencé tôt. Tu t'es intéressé à la littérature? Alors, en fait, non.
pas du tout. Enfin, enfin si, je lisais. J'ai jamais eu. En fait, quand je dis pas du tout, c'est que je me suis jamais dit je vais être écrivain, quoi. Parce que je sais qu'il y en a depuis tout jeune, ils disent ah moi un jour je serai écrivain. Moi pas du tout. Ça m'a jamais traversé la tête. Par contre, oui, une passion pour les histoires qu'on me racontait, quoi. En fait, c'est ça moi qui me faisait vibrer quand j'étais gamin. Beaucoup de cinéma, hein, c'est quand même la lecture connotative. Et en fait, je pense que ce qui m'a mené à l'écriture, moi, c'est ce que j'avais moi-même ressenti en tant que lecteur, en tant que spectateur, c'est-à-dire de reproduire des émotions, et notamment l'émotion de la peur, en fait, qui était vraiment celle voilà, qui me faisait le plus vibrer. Quand j'étais ado, je trouvais ça formidable que des auteurs. Cette émotion incroyable, je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir faire ça, de pouvoir agir comme ça sur des gens. Et c'est finalement, je pense que c'est ça qui m'a amené à l'écriture, c'est l'envie de raconter des histoires, plus que l'envie d'écrire. Ouais, Et c'était il un se trouve qu'à médium qui était accessible, alors que faire du cinéma, c'est autre chose. Enfin, c'est une autre ah ouais, mais logistique. voilà, en fait, finalement, écrire, c'est quoi? Il faut juste un crayon, quoi, voilà, un petit crayon comme ça, et on peut écrire des livres. C'est ça qui est incroyable. Alors que c'est vrai que le cinéma, bah ouais, il faut du matos. Il faut du matos. Tout le monde ne s'appelle pas Spielberg, et donc c'était beaucoup plus inaccessible pour moi qui était enfermé chez moi, dans mon coin. Et c'est vrai que l'écriture, ça a été un moyen de justement de toucher des gens, de sortir de cette pièce dans laquelle je me trouvais. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça, que sans savoir comment on faisait, hein, sans avoir aucun code d'écriture, ça a été vraiment du tâtonnement, de dire bah, comment on fait, comment on commence un livre, comment on écrit la première phrase, comment on construit des personnages. Et donc, oui, ça a été une découverte. Et en même temps, je ne peux pas l'expliquer, hein. J'essaye de trouver des explications qui m'ont mené à l'écriture, mais pourquoi un jour je me suis lancé et pourquoi finalement je me suis rendu compte que j'arrivais à faire ça, à écrire sans jamais avoir de gène de littérature dans ma famille, parce que c'était des familles plutôt ouvrières en fait. Et c'était une belle découverte. Et Bah, tu m'étonnes. Quels étaient les auteurs ou les films justement qui t'ont marqué, qui pourraient être peut-être les étincelles qui t'ont amené à te lancer? c'était beaucoup les films. Je me souviens quand j'étais ado, j'étais abonné. Tu as dû connaître ça aussi, les vidéoclubs, tu sais, où on allait Ah bah chercher bien sûr. Ouais. Oh là les là. cassettes. Et en fait, j'étais plus souvent présent au vidéoclub que que dans la bibliothèque. Et j'allais chercher des cassettes qui étaient quasiment que des films d'horreur, des films policiers. J'adorais ça, j'adorais me faire peur. Et je passais mes week-ends, hein, quand c'était l'âge un peu de. Alors, je sortais aussi un petit peu, mais j'étais assez enfermé. Et donc, je regardais des films d'horreur parce que ça me fascinait, en fait. Ça me fascinait. Elles sont lesquelles justement dans ces films-là qui t'ont marqué? Ah, ben, L'exorciste? ouais, l'exorcisme. Ouais, ça empêche de dormir même si tu le jouais trop tôt en fait. Ouais, puis mais je crois qu'avec c'est vraiment le film. Tu t'as pointé le doigt dessus. C'est le film qui m'a au-delà qui m'a terrorisé, mais vraiment, ça a été au-delà du spectacle et du film. C'est-à-dire, c'était un élément, je pense, traumatisant pour moi. Hein. Je pense que j'aurais jamais dû le regarder en fait, parce qu'il m'a vraiment empêché de dormir. J'avais peur d'entrer dans Tu ma. sais qu'à 50 balais, il me terrifie encore, hein. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai encore. Mais surtout la version initiale, hein, la- la- d'origine, quoi. Le vrai exorciste, ça m'a. Voilà, il a créé quelque chose en moi. Alors peut-être qu'il a contribué aussi à faire que finalement il y a quelque chose de bénéfique qui est sorti de ça, mais et c'était le genre de choses que j'aimais, ouais, vers lesquelles j'allais quand j'étais ado, c'est-à-dire de savoir que j'allais avoir peur et de ne pas pouvoir m'empêcher d'y aller. Et en fait, je pense qu'on retrouve là le moteur de mon écriture, de retransmettre ça aux lecteurs qui, quelque part, recherchent ça aussi dans leur lecture de mes livres, c'est-à-dire ils se disent c'est terrifiant ce qu'on va lire, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller. C'est un peu toute la clé de ce genre littéraire-là qui est le thriller. Et puis, ouais, il y a eu ça, il y a eu alors tous les films
Dario Argento, enfin de Carpenter, de Rob Zombie, enfin tous ces trucs un peu vraiment de loup-garou. Enfin, c'était un peu la période des années 80, quoi, en fait, 80-90, qui sont un peu nazes, hein. Il y en a certains qui ont mal vieilli. C'est clair. Et puis, il y en a qui, comme on parlait de l'exorciste, qui ont bien fonctionné. Ça, c'était la période plutôt ado. Puis après, il y a eu la période début des années 2000 avec Seven, avec Le Silence des agneaux. Donc, tout ce qui était tueur en série, film incroyable où l'univers changeait. C'est-à-dire, on n'était plus dans l'horreur, on était dans la réalité, en fait, de ce qui pourrait se passer. Et vraiment fasciné par ça, par cette mécanique du tueur, du mal, de la perversité. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et donc, ce sont des films et des livres aussi, hein, parce qu'il y a les livres qui sont liés à ça, qui me marquent encore aujourd'hui. Quand je pense à des mécaniques d'écriture, je pense souvent à ces films-là parce que ils étaient pour moi parfaits. Et il y a plein de. Ouais, c'est de l'écriture à l'américaine, où il se passe toujours quelque chose, on est collé, scotché au film, etc. Donc, voilà, ça a été des bases aussi d'influence et de réflexion pour Tu mes te fais propres peur livres. des fois quand tu écris ou quand tu conçois tes scénars? Tu joues à te faire peur ou pas? Ou est-ce que tu arrives à Euh, maîtriser complètement justement ton emprise sur le lecteur? Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi. oui, bah, il y a une maîtrise. En fait, quand je prends du plaisir à relire ce que j'ai écrit, je me dis que ça fonctionne. Voilà, j'arrive toujours à avoir ce regard, ce qui est important quand on écrit, qui est aussi une des clés, c'est-à-dire en écrivant, d'être en même temps l'écrivain et son propre lecteur au moment où on écrit. Et donc, d'avoir cette distance, oui, c'est important. Par contre, je me fais peur, oui, ça arrive, parce que euh, c'est pas dans les recherches, hein, que je fais, c'est-à-dire que j'arrive quand même à garder justement ce regard d'écrivain et de presque journalistique, je dirais, vers les horreurs vers lesquelles je vais, parce que c'est quand même des sujets parfois toujours très sombres, hein, qui vont parler je sais pas, de trafic, de tueurs en série, de manipulation génétique, ouais, des sujets pas forcément euh, très positifs, on va dire, qui sont vraiment les bas-fonds de la société. Et je suis très heureux quand je découvre des sujets comme ça, parce que alors c'est horrible, hein, mais de me dire, voilà, je veux pouvoir les retranscrire, les expliquer aux lecteurs, leur montrer que ça existe. Donc j'arrive à garder cette distance-là, ce qui n'empêche que, restant avant tout un être humain, il m'arrive ouais, parfois de bloquer, de me dire, mais si ça m'arrivait à moi, surtout quand ça touche quand je commence à penser à ma famille, en fait, et à mes proches, hein, parfois ça m'arrive d'écrire une scène de disparition, hein, c'est quelque chose d'assez commun dans le roman policier, et de me dire, ouais, mais si à moi ça m'arrivait, ça serait terrifiant. Et donc, il y a une espèce de transfert qui s'opère. Et là, je me mets vraiment à flipper. Mais, et voilà, et ça me transmet plein d'émotions. Et là, ça devient compliqué d'écrire, mais ça reste occasionnel. Mais la plupart du temps, voilà, il y a toujours ce détachement par rapport à ce que j'écris, un peu comme le médecin légiste, hein, je prends souvent cet exemple-là, euh, qui, euh, qui est confronté à des gens, en fait, à longueur de journée devant lui, mais qui ne les considère pas comme des gens, qui va les considérer comme des sujets, en fait, dans un souci de rendre la justice. Donc, il est le médecin, il procède à un acte médical qui est là pour apporter de la vérité. Et moi, c'est un peu comme ça que je le prends quand j'écris mes romans, d'essayer de retranscrire une réalité qui est celle de notre monde et qui n'est pas forcément la réalité la plus gaie. Et c'est le propre un peu du polar, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé d'ailleurs d'avoir envie d'écrire autre chose que du polar? Ou est-ce que tu ne te sentirais légitime que là-dedans? Ou est-ce que tu n'as envie que de faire que ça? Bah, écoute, j'ai déjà essayé, je me suis dit peut-être je vais écrire un truc plus gai, d'amour, ou je sais pas quoi. Mais en fait, au bout de 10 minutes, il y a un mort forcément, toujours, quoi. Après, il peut y avoir des morts dans les histoires gays, hein, Ah bah oui, bien sûr, les méchants mais peuvent mourir. non, il y a toujours, je reviens toujours vers ça parce que c'est en fait, sinon je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter si j'ai pas un mort, si j'ai pas une disparition, j'ai rien à raconter. Alors, il y a des gens qui le font très très bien, mais moi non, ça bascule toujours vers le polar. Alors après, il peut y avoir différents degrés de noirceur. Après, je me fais très très plaisir parce que j'écris en dehors de mes polars, de la BD pour la jeunesse qui s'appelle La Brigade des Cauchemars. Ouais. Et donc ça, c'est du frisson pour les plus jeunes à partir de 8 ans.
Et là, je retrouve un peu mon âme d'enfant et je me rappelle quand moi, j'avais des lectures un peu comme ça, de BD ou de Bibliothèque verte ou de Club des Cinq. Et donc, ça me permet de rebasculer là-dedans. Donc, oui, je fais ça un peu, c'est ce que je considère comme des choses un peu différentes. Mais vraiment, le domaine dans lequel je m'amuse, c'est le polar et qui déjà en lui-même se suffit parce on peut tout raconter. C'est tellement vaste, avec tellement d'univers, de personnages. On peut aller à toutes les époques, dans le futur, dans le présent, dans le passé, n'importe où dans le monde. Et déjà, il y a de quoi faire. Il y a quand même, dans ton rapport au polar, au-delà de la noirceur, il y a une espèce de fil conducteur qui est presque omniprésent, c'est la science. Et Ouais. j'irais presque particulièrement un rapport, alors qui, moi, m'intéresse beaucoup de comprendre pourquoi tu as ce rapport-là à la génétique. Ah, T'as presque l'air euh, obsédé par la génétique, quand même. oui, alors, ouais, c'est tellement intéressant. La génétique, le cerveau, le fonctionnement. En fait, mon rapport au livre et au polar, c'est tout un rapport au fonctionnement du corps humain, en fait. Je parlais tout à l'heure car, c'est plus Cronenberg, c'est-à-dire au niveau réalisation, Cronenberg qui a toujours ce rapport avec justement la génétique, le corps humain qui se transforme. Et c'est vrai que moi, dans mon écriture, on retrouve souvent ça parce qu'en fait, le polar, c'est quelque part s'intéresser à un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à un moment donné, fonctionne mal et fait qu'une personne, par exemple, va commettre un meurtre. Alors, les auteurs, hein, beaucoup, vont s'intéresser à dire, voilà, c'est la société qui implique, qui crée ça. Et moi, j'essaie de comprendre les dysfonctionnements au niveau intérieur, de se dire, finalement, dans le cerveau d'une personne, qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui déconne à un moment donné, et puis que la personne va franchir cette frontière. Et ça, c'est aussi mon amour pour la science, mon intérêt pour la science. C'est mon moyen, en fait, pour moi, la science, de rentrer dans le polar et de s'intéresser à ces dysfonctionnements. Et c'est vrai que la génétique, euh, il y a quelque chose, une question qu'on se pose aussi, hein, c'est le rapport à la violence et au mal, qui est que tous ceux qui réfléchissent sur cette question du passage à l'acte, enfin, vers lequel ils vont, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire là-dedans ou est-ce qu'il y a quelque part un gène du mal ou de la violence ou est-ce que ça vient plutôt, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement extérieur à nous et donc voilà, c'est des questionnements vers lesquels je vais. Et puis il y a beaucoup de gémellité aussi. On est encore en plein dans la génétique avec la gémellité, l'ADN aussi, hein, qu'on retrouve beaucoup. Et ça, c'est génial parce que je fais encore des recherches là sur l'ADN, sur l'évolution de la police scientifique, euh, où Donc, l'ADN t'es amené devient. justement dans tes recherches à rencontrer beaucoup de scientifiques. Oui, oui, oui. Ouais, j'aime ça en fait. Ça, c'est vraiment un luxe aussi quand on peut écrire, de satisfaire aussi cette part de curiosité qu'on a en tant que, au-delà de l'auteur, c'est-à-dire la personne, de dire, ah, je peux, grâce au livre et grâce à mes recherches, je peux aller rencontrer un généticien, un médecin. Oui, alors donc et voilà, c'est pour moi l'une des parties aussi très intéressantes de l'écriture. C'est pas juste écrire, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est cette partie de recherche euh, qui pour moi est très importante et qui prend d'ailleurs la moitié du temps souvent dans mon écriture. Faire des recherches, pour moi, c'est écrire. Euh, et en fait, quand je fais mes recherches et que j'écris pas une ligne physique sur mon ordinateur, bah, quelque part, je suis déjà en train d'écrire, puisque mon histoire se crée, mes personnages se créent, mes chapitres, ça me donne des idées de chapitres, déjà même avant de commencer à les écrire. Et quand l'écriture physique débute, en fait, bah, j'ai déjà quasiment enfin, écrit quelque part une partie de mon livre. T'as été adapté en série, télé, alors t'as été adapté en film. Ah, ça, Ouais. c'était La Chambre des Morts. Alors, c'était au début, j'en parlais tout à l'heure, mais ça a été un des éléments qui fait que ça a commencé à marcher vraiment. C'est-à-dire, il y a eu un film, une adaptation cinématographique de La Chambre des Morts, qui était mon troisième livre. C'était génial, hein, c'était une aventure. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté mon métier d'ingénieur, un peu enfin, c'était à la fois un crève-cœur et en même temps une libération. Crève-cœur parce que j'avais fait toutes mes études pour ça, en fait. Et puis c'est un saut dans l'inconnu quand même.
Ouais, et puis c'est un super métier, ingénieur. Enfin, c'est un métier quand même d'une liberté absolue où on touche un peu à tout, quoi. Mais en même temps, ça a été une joie immense de se dire, bah voilà, je peux vivre, en tout cas essayer de vivre de l'écriture, d'une passion. Quelque part, mon métier est toujours là puisque je l'utilise tous les jours. On en parlait à la fois dans les domaines de recherche, mais aussi dans ma manière d'écrire mes livres. C'est-à-dire que moi, je pense que si j'avais pas été ingénieur, j'aurais jamais écrit de livre, en fait. Parce qu'on retrouve dans. Et d'ailleurs, souvent, mes copains romanciers me disent, mais comment tu fais, toi, pour écrire des trucs aussi tordus, complexes, Oh, quand bah, ils me disent. nous avons eu une longue discussion là-dessus par rapport Ouais, à certains logiciels d'utilisation de dossiers, de mind mapping, me semble-t-il. mais oui, oui, mais c'est un peu. Non, mais que je trouve admirable, mais auquel je n'ai jamais pu m'astreindre. Ouais, ouais, mais tu vois, on parlait dans l'astronomie, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement, toi, pour avoir une belle image que tu as au final, c'est-à-dire l'image que les gens vont regarder, qui est le résultat final d'un travail à la fois de passion, de patience, et puis de tout un tas de branchements et d'aléas incroyables qu'il faut qu'à la fin, tu as cette image, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est pareil pour un livre, c'est-à-dire, en fait, tu as puis la science, évidemment, hein, la connaissance scientifique. Et en fait, pour un livre, c'est pareil, c'est-à-dire à la fin, bah, tu as un lecteur qui a un livre entre les mains, mais derrière, tu as, tout ce travail et ce bidouillage aussi, parce qu'il y en a aussi un petit peu qui fait qu'à la fin, ça marche et qu'il y a ce résultat-là. Mais et c'est pour ça le parallèle, il est toujours là, c'est-à-dire ce parallèle aussi avec d'autres métiers. Quand j'ai fait des recherches sur la magie, par exemple, pour écrire un de mes romans, et je me suis dit, mais en fait, le métier de magicien et de romancier, il est exactement pareil. Dans la passion, dans l'acharnement, dans la répétition d'un tour, et qu'à la fin, on ait cet effet waouh, en fait, où on se dit, il faut que ça marche. L'effet ne marche que s'il est parfaitement réalisé, c'est la fin du livre. Mais qu'en fait, entre les deux, le magicien, il est en train de détourner l'attention en permanence, il est en train d'embobiner ses spectateurs, Je de dire, bouge la main regardez pas. gauche pour que tu ne regardes Ouais, pas c'est la main ça. droite. Et quand j'ai découvert tout ça en faisant des recherches sur la magie, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, c'est la même chose. Et donc, en fait, il y a tout un tas de métiers comme ça bah, qui se ressemblent beaucoup, qui nécessitent bah, du travail, de la passion, de la patience, de la connaissance. Et puis, à la fin, pour avoir cet objet final. Donc voilà, ça c'est plutôt mon rapport à l'écriture qui est pas du tout, tu le remarques, pas du tout littéraire en fait. Je parle pas beaucoup de, voilà des grands auteurs, de tout un tas d'influences littéraires parce que je ne les ai pas à la base en fait. Moi, à la base, c'est plutôt quelque chose de très scientifique, évidemment littéraire, mais plutôt populaire en fait. Alors, tiens, Euh, justement, en parlant de populaire, bon, t'es membre de la Ligue de l'Imaginaire, on l'est tous les deux, avec 22 autres auteurs, réalisateurs, auteurs musiciens, chanteurs, enfin bon, il y a un peu de tout dans la Ligue maintenant. Euh, ça te gave, ce rapport un peu snob de la littérature envers le polar? alors, il fut un temps où ça m'a un peu énervé. C'est vrai que quand on découvre un peu ce milieu, on se dit, on écrit tous des livres en fait, et pourquoi il y a autant de séparation et on va dire, parfois un peu de mépris vers le genre qui est le nôtre, le polar, que ce soit le polar, la science-fiction, le roman fantastique, même d'autres choses, hein, comme le feel good par exemple, qui est un genre qui cartonne, ça veut dire que les gens aiment cette littérature-là, c'est ça qui est important. Et moi, je me dis, ben oui, en fait, les gens aiment, les gens recherchent ça. On a beaucoup de lecteurs. Et pourquoi, oui, un certain mépris comme ça, oui, d'une espèce de petit groupe, voilà, lié à la littérature blanche, la protection de cette grande littérature. C'est-à-dire, voilà, il y aurait la grande littérature d'un côté, puis après, les petits auteurs. Alors que souvent, les petits auteurs, finalement, ont beaucoup de lecteurs. Mais aujourd'hui, vraiment, ça me passe par-dessus la tête. Moi, j'y pense plus à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport au lecteur. Enfin, j'en ai parlé là, c'est de procurer cette émotion incroyable qu'on peut, voilà, ressentir en lisant un livre qui va faire pleurer, qui va faire peur, qui va faire
procurer du frisson. Ouais, bah, visiblement, tu as plutôt réussi, mais alors justement, ça m'amène à une autre question. Une fois qu'on est rentré dans un cercle assez fermé des très gros vendeurs de livres en France, est-ce que tu écris tes romans d'après avec une pression ou sans pression aucune, en te disant je sais faire, je sais ce que je veux raconter, donc la confiance l'emporte, ou est-ce que le fait d'avoir un statut peut changer quelque chose? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je me fais complètement confiance aujourd'hui parce que j'en ai écrit 23 livres. Ouais, ça va. Et donc, avec le. En fait, en fait chaque fois que tu te poses une question, il y a un obstacle hein, dans l'année d'écriture, tu te dis, c'est pas grave, même là, je suis bloqué, mais je sais que ça va passer parce que c'est déjà passé pour les livres précédents et qu'à chaque livre, il y a eu ces problèmes-là, en fait. Et d'ailleurs, où on a finalement le plus de peur et de pression, c'est au premier ou au deuxième, parce qu'on se dit, est-ce que c'est normal, est-ce que ce blocage que je suis en train de vivre, est-ce que la page blanche, c'est normal, est-ce que de ne pas savoir faire tel truc, c'est normal, est-ce que de devoir recommencer, c'est normal. Et aujourd'hui, ça continue à arriver, ça, mais je sais que ça fait partie du processus, et je dirais même, quelque part, c'est rassurant, alors c'est un peu le truc, c'est un peu masochiste comme truc, de dire que de rencontrer des problèmes, c'est normal. En fait, ce qui serait complètement anormal, ce serait d'avoir une écriture où tout se passe bien du début à la fin. Et là, je me dirais, c'est trop simple. Et Il y a un ça. problème, c'est pas normal. Ouais. Ouais, donc tu vois, il y a ce truc-là quand même assez incroyable. Donc là, je dirais, ça aide. La pression, après, c'est moi qui me la donne par rapport à mes lecteurs parce que une volonté de respect du lecteur, de continuer à lui donner des bons livres. C'est-à-dire que en fait, c'est les lecteurs qui mettent cette petite pression quand ils viennent, mais de manière très très gentille et je dirais presque inconsciente, où ils viennent vous voir, ils vous disent mais votre livre là, il était, ouais, j'ai adoré, j'espère que le prochain sera aussi bien, voire mieux. Et en fait, ça a été comme ça un peu à chaque livre, et je me dis, moi je pense toujours à ça quand j'écris mes livres, de ne pas décevoir. Et donc cette pression-là, je me la mets moi-même, mais c'est une bonne pression parce que c'est celle qui fait que finalement je vais toujours essayer de faire la meilleure histoire. En fait, moi, je sais pas si une histoire va être, on peut le sentir quand même un petit peu, mais on ne sait pas comment elle va être reçue. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'à chaque livre, j'ai l'impression d'avoir donné le maximum et d'avoir fait le job, d'avoir passé autant de temps avec ce livre-là qu'avec les précédents, de m'être autant cassé la tête. Et voilà, donc je me dis, a priori, ça devrait faire un bon livre, mais ça, on ne le sait jamais. Euh, Quelque part, c'est bien parce que voilà, il y a toujours à chaque livre, ce piment de se dire comment ça va se passer. Heureusement que c'est là parce qu'il n'y a pas de. Une petite Il y a pas de... adrénaline le jour de la sortie, des premières critiques Oui, qui ouais, arrivent. ça reste exactement pareil. Ouais, c'est intact depuis le départ. Ouais, c'est intact depuis le départ. Aujourd'hui, alors je continue à arpenter les librairies, les salons, à rencontrer les lecteurs. Il y a une petite différence quand même, c'est-à-dire que euh, je sais systématiquement qu'il y aura du monde en fait quand je vais en librairie. Ça, j'en suis très heureux. Ça fait partie, de voir que les gens sont là. C'est toujours aussi génial de rencontrer les lecteurs, c'est d'en retrouver certains depuis 20 ans. Ça, c'est quand même une expérience, une aventure extraordinaire. Qui change un petit peu finalement, c'est sur mes joints, je fais beaucoup, beaucoup de dédicaces. J'essaye un peu de faire un tout petit peu moins de salons qu'avant parce que ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Euh, Et nous n'avons et plus 20 ans, mon pauvre ami. oui, puis pour garder un peu cette fraîcheur, c'est-à-dire garder Ouais. un peu cette. C'est pas une rareté parce que j'ai toujours été un auteur qui va sur les salons, qui va à la rencontre des gens. J'aime toujours autant ça. Mais en fait, j'ai du mal aujourd'hui à absorber le flux de demandes qui arrivent. Et c'est tout simplement, ne serait-ce que, je dirais, normal, parce qu'il n'y a pas assez de jours pour parfois aller partout. Et donc, oui, c'est toujours compliqué d'aller à tel endroit, de ne pas aller à un autre, de gérer tout ça. Ouais, puis mine de Euh, rien, écrire un livre, ça prend un peu de temps quand même. Enfin, sur une année, ça demande un peu oui, d'abnégation. ouais, bah, il y a ça. Éventuellement, oui, enfin, occasionnellement, il faut écrire le livre. Mais non, mais disons que je réserve toujours des périodes quand même. Mais même souvent, les salons, c'est le week-end. Moi, j'écris pas le week-end, hein. J'ai gardé un peu
mes horaires d'entreprise et cette discipline d'entreprise. Donc, finalement, je pourrais aller sur des salons, mais ça fatigue quand même. Puis voilà, oui, il faut garder aussi du temps. Enfin, c'est une question aussi d'équilibre d'écrire des livres, c'est-à-dire pour pouvoir faire ça longtemps, sur le long terme, il ne faut pas exploser en plein vol et donc il faut pouvoir garder les pieds sur terre. En parlant d'astronomie, c'est un peu paradoxal. Ouais, trouver un équilibre entre la vie personnelle, le bien-être, l'écriture, Ah bah, les c'est capital. rencontres. Et je pense que voilà, de se régler comme ça un petit peu au fil des années en se disant, bah là, j'ai fait un peu trop ça, pas assez ceci, cela. Et ça, c'est des réglages voilà, que j'arrive à trouver au fil des ans pour continuer voilà, à me sentir bien dans l'écriture. Bah, c'est capital. Alors, tu parles justement de l'astronomie. Je sais, pour en avoir parlé avec toi, que l'astronomie est un sujet qui t'intéresse, en plus à titre perso. Ouais, T'as jamais eu l'idée de lancer une enquête sur un astronome qui aurait découvert un truc et qui se ferait tuer encore? C'est pas arrivé, ça? ouais, mais bien sûr, ça fait partie alors des thèmes qui me trottent en tête. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'astro, d'ailleurs, toi? Oh, alors moi, je crois que ça fait partie peut-être des premiers livres un peu de science que j'ai acheté. Je m'en souviens, j'en avais un tout déchiré que j'ai gardé plus de 20 ans, qui parlait un peu du système solaire, des planètes, avec des photos, des vieilles photos à l'intérieur. Hein. Je sais plus, je devais avoir 10 ans quand. Et c'est de me dire, c'est cette grandeur, en fait, c'est cette notion d'infini, de se dire d'où ça vient. Moi, et ça, on va pas commencer à parler de ça parce que ça Ah va bah nous si. faire brûler tous les neurones. Cette histoire de Big Bang. Mhm. C'est cette histoire de Big Bang. Et moi, j'ai jamais compris, enfin, et tu peux me donner les explications que tu veux, ça marchera jamais de se dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire, on sait que l'univers, par exemple, il est en expansion et qu'il a une taille a priori à la fois infinie mais limitée quand même, finalement. Euh, mais même si on va me dire, bah voilà, si c'est limité, il n'y avait rien avant et il s'étend, mais je me dis, mais en fait, il s'étend dans quoi? Il y a quoi derrière? Et s'il n'y a rien, ça veut dire que ce rien, c'est quelque chose. Donc, c'est ces trucs-là, en fait, qui, euh, qui, qui m'interpellent. L'univers s'étend, mais s'étend dans quoi, en fait? Ça peut vite rendre Euh, fou, ouais. oui, Ouais, ouais. ça peut vite rendre fou. Et les trous noirs aussi, ça m'a toujours interpellé. Les galaxies. Et puis après, ben voilà, et là, on le voit avec les progrès. Il y a des photos incroyables que toi-même tu fais, moi qui me font absolument. Enfin, toi et les gens qui travaillent Ouais, avec toi. n'oublions pas l'équipe, ouais, ouais, bien sûr. Toute l'équipe, parce que oui, c'est pas solitaire. De voir ça, ça me fait absolument rêver. Il y a une photo que je trouve extraordinaire. Je crois que c'est James Webb, c'est le télescope, euh, où on voit tout un tas de galaxies sur la même photo. Alors, Euh, alors, James Webb en a peut-être C'était fait, Hubble, mais non? c'était Hubble. Enfin, je pense que tu fais référence à Hubble avec le champ profond, ce qu'on a appelé le champ profond de Hubble, où en fait, pour calibrer le télescope, il lui avait fait photographier, je crois, 15 jours, un point absolument minuscule dans le ciel où il n'y avait rien. Et il s'est rendu compte qu'en fait, en développant la photo, il y avait des galaxies absolument partout. Et Ouais, que c'était le cas, visiblement, partout où qu'on regarde. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une photo, alors ça doit être celle-là, où en fait, c'est comme si tu regardais des étoiles, en fait. Et tu te rends compte que chaque étoile, c'est une Est galaxie. une Donc, galaxie, donc des dizaines de milliards, enfin des milliers de milliards d'étoiles. Ouais. ouais, Ouais. mais, et en fait, enfin, tu vois, tu te dis, mais. Et en fait, tu commences à réfléchir et tu te dis, mais qu'est-ce que la Terre au milieu de tout ça et l'être humain et moi, j'ai toujours cru aussi, c'est pour ça, tu parlais de romans, tout ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a la vie ailleurs. Enfin, tu vois, ça, alors, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais euh, Bah, tu sais, même. ça peut être. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu t'intéresses beaucoup à la science. Et la science et la religion sont deux choses foncièrement différentes, puisque la religion, c'est croire sans voir, c'est le principe, et que la science, c'est voir pour croire. Bon, c'est déjà la base. Par contre, l'un n'interdit pas l'autre. C'est-à-dire, tu peux tout à fait croire en étant scientifique, c'est absolument pas Oui, impossible. bien sûr. Parce qu'il y a tout un tas de choses. En fait, chacune des réponses que la science ou l'astronomie nous apporte amène encore plus de questions.
Donc tu as l'impression que c'est une espèce de course un peu sans fin. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? J'ai presque envie de te dire, le problème n'est pas tellement d'y croire. Le problème, c'est, pour l'instant, on n'en a pas vu. Techniquement, on n'a pas vraiment les moyens de le savoir quand on va très loin. Voilà. Qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est que l'univers est en expansion. Alors déjà, pardon, les distances sont immenses. Elles sont absolument immenses et on va en parler parce que là, je vais te montrer quelques photos, on va pouvoir regarder ça. Mais quand tu penses, par exemple, qu'on a pu photographier, nous, des galaxies qui sont relativement proches, elles sont à 30 millions d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. 30 millions d'années-lumière, ça veut dire que la lumière a mis 30 millions d'années à nous parvenir. Ce qui veut dire que s'il y a un gland là-bas avec un télescope bien plus puissant que ceux qu'on a dans l'équipe, qui arrive à voir la Terre, ce qu'aucun télescope humain n'est capable de faire, on ne peut pas voir une planète puisqu'elle n'émet pas de lumière en plus, bah, il verrait la Terre telle qu'elle était il y a 30 millions d'années. Donc, Ouais. encore à supposer qu'ils aient les moyens de se déplacer, il faudrait qu'ils envoient un vaisseau vers une planète où, a priori, à part des vagues résidus de dinosaures, il n'y a pas grand-chose. Donc, l'intérêt, voilà. Et en plus, le vaisseau va mettre un temps délirant à arriver. Ouais. Bon, sauf s'ils sont capables d'aller plus vite que la lumière. Mais là, pareil, pour l'instant, c'est de la science-fiction absolue. Donc, un des problèmes, en tout cas, moi, j'appartiens à une catégorie d'astronomes qui se contrefoutent de savoir s'il y a de la vie ailleurs, parce que de toute façon, avant qu'on la rencontre, euh, voilà, c'est Ouais. pas gagné. Et plus ça va aller, et moins ça va être gagné. C'est-à-dire, comme tout s'éloigne à grande vitesse, euh, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une vie ailleurs? Intellectuellement, ça m'intéresse. Et évidemment que j'aimerais être. Bon. Est-ce qu'il y a une vie ailleurs qui va nous sauver de nous-mêmes? La réponse est, je pense, non. Oui, non, à court terme, ça Voilà. va être compliqué. À court terme, ça va être compliqué. Est-ce que ça peut arriver? Évidemment, je veux dire, il n'y a pas un mec qui va t'expliquer qu'en prenant une photo de l'espace, il rêve pas de voir l'Enterprise dessus, quoi, et d'être le premier à la voir en plus. Mais pour l'instant, il faut bien réaliser qu'au moins dans notre univers à nous, dans notre Ouais. petit bout d'univers à nous, bah, on est tout seul. Ouais, on est tout seul. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu t'intéresses beaucoup finalement à l'homme dans ce qu'il a même de fondamental, en fait, dans sa génétique, dans son ADN, dans comment son fonctionnement. Et c'est quelque chose qui, tu disais, ça fait peur. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, à une certaine échelle, peut être un peu rassurant, parce que de comprendre comment on fonctionne, c'est aussi ne pas aller chercher tout ce qui fonctionne autour de nous et dont on dépend quand même très fortement. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends une bagnole, tu la lances à la vitesse de la lumière sur la Terre, il ne restera rien. Euh, donc, tu vois, globalement, de mon point de vue, il y a une espèce encore, on contrôle encore un peu à notre échelle. Tu vois. Quand tu commences à regarder vraiment au niveau universel, tu contrôles plus rien. Tu contrôles Ouais. absolument rien. Et par contre, tu réalises un truc. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à faire de l'astronomie vraiment, ça a été de me dire, mais on vit sur un paradis. Et quand il en est pas un, on en est seul responsable en fait. Mais toutes les planètes qu'on connaît du système solaire sont des enfers absolus. Ouais. Ouais. L'univers globalement est pas un endroit très Ouais, très glamour, paisible, très. tu vois. Donc t'es obligé de te dire, voilà, on a la chance d'être des êtres vivants, des êtres de carbone capables d'interroger l'univers qui nous a créés. Incroyable. Ouais. Ouais, ce qui est juste phénoménal. Enfin, t'imagines que tu fasses pousser une plante, tu la fais pousser pendant 20 ans et au bout d'un moment, la plante te regarde et te demande ce que t'es. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et sachant que quand tu la regardes pas, elle se demande ce qu'elle est. Et de manière traductible, enfin traduisible. Voilà. Donc c'est un peu ça quand même. Et c'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Après, je pense que dans l'astronomie, il y a tout un tas de thèmes de polar, comme tu disais. Je pense que tu aurais moyen, en plus d'aller interroger l'humain là-dedans. T'as fait un Ouais, bouquin ouais, d'ailleurs qui ouais. s'appelle Lucas, alors qui m'avait fait marrer, parce que quand j'avais vu le titre, j'avais vu très vite, je me suis dit, tiens, il sait plus écrire le prénom. Et, et il m'a fallu quelques secondes pour repenser à Lucas, qui doit être Last Universal Common Ancestor, c'est ça? C'est ça. Ouais, Ouais, le ouais. dernier ancêtre commun universel, ouais. Ouais, qui doit être une pauvre bactérie qui remonte à, C'est ça. à Mais très tu vois, très longtemps. quand tu commences à remonter à très très longtemps, en fait, tu commences aussi quelque part à t'intéresser à l'astronomie, forcément. Puisque tout ce qu'il y a sur Terre vient de l'espace. Enfin, l'univers, c'est pas ailleurs, en fait.
Voilà, l'univers, on en fait partie et on est dedans. Alors justement, mon Franck, on va aller commencer à regarder des petites choses. Je t'ai réservé 3 petites photographies que nous avons prises. Ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du Cocon, qui est une Ah, nébuleuse en émission et un amas ouvert qui se trouve à peu près à 4000 années-lumière de la Terre. Donc à l'échelle universelle, c'est la porte à côté, hein. Dans les constellations du Cygne et qui a un diamètre d'environ 15 années-lumière. C'est-à-dire, dans son acception la plus vaste, c'est environ 15 fois le système solaire. Voilà. Elle se trouve en plein milieu de la Voie lactée. Elle se trouve, alors c'est marrant parce qu'elle fait partie d'un ensemble d'une grande nébuleuse obscure, c'est-à-dire des grands filets de filaments de poussière qui vont devenir, qui vont la plupart du temps devenir des étoiles. Et c'est une zone intense d'étoiles en formation. Donc là, ok, tu vas alors, avoir, on parlait tu vois, du reste de l'univers. Ben là, tu vois une zone dans laquelle des étoiles sont en train de se créer. ouais, ouais, moi, ce que je trouve formidable, alors, c'est assez général aux photos d'astronomie, c'est les couleurs, en fait, qui sont absolument splendides. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde à l'œil nu, en fait, on n'y voit que du noir, en fait, dans cette. Enfin, voilà, on regarde le ciel en pleine nuit. Alors, il y a les Ouais. étoiles, évidemment, mais on a l'impression que c'est un noir absolu, ce qui est quand même, je pense la réalité. Mais il y a toute cette incroyable. Tous ces composés, en fait, qu'on retrouve justement à travers les photos. Alors, moi, c'est curieux, je voyais plutôt un poisson au départ. Là. Alors, je ne sais pas si avec un Ouais, œil. oui, on voit un peu la tête d'un poisson qui regarderait vers la Même un, gauche, un là. blob, un blobfish. Alors, Alors là, je vais t'envoyer une deuxième que je viens de te passer par mail, une deuxième image. Alors que nous avons prise, alors là, on a travaillé avec deux chercheurs amateurs qui sont spécialisés dans la recherche de nébuleuses que personne n'a jamais vues et qui nous ont confié la photographie d'un objet de nature non encore connue, puisqu'il n'y a pas eu de spectre fait par un organisme scientifique, astronomique reconnu. On pense que c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, c'est ce qui va arriver au Soleil. C'est-à-dire une étoile qui a brûlé tout son carburant, qui va commencer à croître et qui va se débarrasser de ses couches externes et puis qui va se contracter. Et ce que l'on tu parles de voit, quoi, là? De la partie bleue, là, en fait? la partie bleue, en fait, ouais, et rouge Ouais. d'ailleurs, un peu l'ensemble. Donc la partie bleue, c'est plutôt de l'oxygène et la partie rouge, plutôt de l'hydrogène. Et donc, on a eu l'occasion, grâce à eux, de prendre cette photo qui est une première mondiale, puisqu'en fait, personne n'a jamais vu cette Ah, nébuleuse, ce qui était pour nous un peu le Graal. Et donc, c'est Xavier Strautner et Marcel Drexler avec qui on a pu travailler là-dessus. Et ça a été fait avec notre télescope d'équipe basé en Espagne. Et pour te dire, il y a quand même 90 heures de pause pour qu'on puisse voir ouais, ouais, ouais. l'objet. Et pendant, allez, on va dire bien les 80% des pauses, on ne voyait pas. On savait toujours pas si on avait quelque chose ou pas sur l'image, quoi. Et ça, c'est une vision assez poétique finalement de la mort Pour une de dist- monde. un coin de ciel et une distance d'observation, et puis vous attendez en espérant qu'il y a quelque chose On a une coordonnée. Il y a des relevés scientifiques qui sont étudiés donc par ces deux chercheurs amateurs, qui laissent à penser que peut-être dans cette zone-là, il y aurait quelque chose. Mais tu vois, ça fait beaucoup d'aléatoires. Ouais. On sait qu'il y a peut-être un peu d'hydrogène. Donc là, ce sont les grandes draperies rouges, les grands drapés rouges que tu vois à l'écran. Et puis, bah, le reste, on ne sait pas. Donc, si tu poses pas assez longtemps, bah, tu le verras pas. Ouais. Et tu peux parfois poser très très longtemps et puis il n'y a rien. Là, on a eu de la chance, il y avait. Et donc, ce qui est un peu intéressant dans cette photo, c'est que t'as la mort d'un monde, en fait, ou de plusieurs mondes. Ouais, Alors, ouais, tu ouais. parlais, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Eh ben, s'il y avait de la vie autour de cette étoile, c'est fini. Ouais, ouais, mais moi, en fait, ce que ça m'évoque à la fois la mort et la vie, c'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un peu les flammes de l'enfer qui brûlent Ouais, du bas, en fait, de la partie qu'on voit pas, parce que si on voit quand même un peu la partie orangée là, ouais. où j'imagine que là-dessous, il y a un brasier monstrueux, pas forcément très heureux, enfin, en tout cas, où il fait pas forcément très bon vivre. Mais en fait, la petite partie bleue, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire un peu cette âme qui sort un peu comme ça, enfin, voilà, qui est présente et qui flotte comme ça au milieu ouais, un peu des flammes de l'enfer et qui montre un peu la vie et qui essaye d'en réchapper, quoi, qui essaye de réchapper à la mort. Donc voilà, c'est un peu pour moi, c'est curieux parce que c'est un peu la résistance de la vie dans,
dans cet univers et des gens qui arrivent finalement à en revenir et qui. Ouais, donc ça, voilà, ça, c'est un peu cette âme là qui flotte et que peut-être certaines personnes réussissent à percevoir. Ouais, ben, pourquoi pas? C'est vrai que alors, c'est beaucoup plus poétique que notre vision de la chose, mais c'est tout à fait possible. Alors après, tu sais, il y a un fondement scientifique dans ce que tu dis, c'est-à-dire que la vie a émergé de la mort, hein. Techniquement, il a fallu que des générations d'étoiles soient détruites pour que le Soleil existe, pour que les matériaux qui composent notre planète existent, euh, puisque c'est dans les étoiles que les matériaux se forgent et que bah, les toutes premières générations d'étoiles, les matériaux, il n'y avait rien. Donc il a fallu que ces étoiles explosent et ensemencent un petit peu l'univers. Ouais, Vu l'heure, je t'entends là, t'es je parti. te Ouais, propose qu'on vas-y. arrête sur, sur ces deux photos-là Ouais. et qu'on passe tout de suite à l'avant-dernière section de cet entretien qui est le quiz. Ah ouais. Alors, quiz avec lequel j'ai tendance de manière un peu sadique à me régaler parfois. Bizarrement, pour l'instant, je m'en régale plus des erreurs rhétoriques de certains auteurs qui n'écoutent pas la question, Ah, donc se il faut trompent toujours en écouter répondant. l'énoncé. Mais par contre, nous avons eu affaire à quelques champions. Je pense notamment à Nicolas Lebel, Sébastien Drouin, qui ont été très forts. Il a fallu que je feinte avec Henri Levenbruck. Nicolas Lebel s'en était vraiment très bien sorti. Alors, toi, je t'ai réservé 5 questions. Alors, je suis un petit peu plus, on va dire, dur à un certain moment parce que je sais que tu as Ah, une formation scientifique et que tu ah, t'intéresses ah, ah, à ah. tout ça. Alors, on va commencer gentiment. Donc, combien de temps s'est écoulé depuis le Big Bang? En gros, donc tu as le droit de. Je dirais 10 milliards d'années, mais Là, tu te trompes beaucoup. Là, c'est à 30% d'erreur. 13,8 milliards d'années, en gros. oui. Bon, écoute. Ah ouais, ça a son importance quand même Ah pour ouais, les toi tout de suite scientifiques. les pourcentages, alors que pour Ah, moi, entre 10 30% et 13, d'erreur, c'était pas mal quand même. entre 10 et 13, t'es pas très loin Déjà, de la être dans le réalité, mais milliard, c'est pas mal. Bon, voilà. être dans le milliard, écoute, à 13 milliards, j'aurais pas dit non. À 10 milliards, ça commence à faire beaucoup. Le Big Bang, c'est le début de l'univers. Attends. Ah, Ouais, enfin, au Big Bang, de ce point-là, a commencé à s'étendre l'univers. Ouais, je dirais oui. ouais, ah bah, en fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est sans doute le début de l'univers visible tel qu'il Oui, est là. alors oui, après, ouais. Mais alors, avant le Big Bang, eh ben, on ne sait Alors, pas. Et est-ce qu'il y a eu un univers avant le Big Bang et puis il y a eu un Big Crunch et c'est revenu à un état de soupe primordial avant de rebondir? Bah, là, on est dans le domaine de la théorie pure. Mais le fait est que si on te dit l'univers a 13,8 milliards d'années, on n'en sait rien. ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de réponse à ce. Donc, tu me poses des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. C'est Mais cool. le raisonnement a sa valeur et il avait sa valeur. Combien de temps Ah, ça y faudrait est, Combien c'est de bon. temps faudrait-il à un vaisseau propulsé à la vitesse de la lumière pour traverser la Voie lactée, notre galaxie, de part en part? Ce qui pourrait se poser de manière beaucoup plus simple, parce que la question est un peu piégeuse, mais je vais être gentil. Alors, Quelle attends, est... est-ce que la galaxie ne ferait. À notre galaxie, la Voie lactée, Ouais, déjà, il faut connaître le diamètre. Alors, est-ce qu'elle bah c'est ferait ça. pas. C'est combien le diamètre c'est pas 100 années-lumière? T'as un bon début, mais t'es un peu timide. Ouais, 100 000 années-lumière. Ouais, 100 000, 100 ouais. 000 années-lumière. Ouais. Ouais, un vaisseau lancé à la vitesse de la lumière mettrait 100 000 ans. Donc tu te rends compte un peu, on est loin d'atteindre la vitesse de la lumière, et il faudrait 100 000 ans pour traverser déjà notre galaxie de part en part. Ouais, Donc on serait pas très loin en plus ouais, au donc niveau. tu comprends pourquoi je te dis que le fait qu'il y ait des formes de vie ailleurs, ouais, peut-être, ouais. Ouais, non, c'est intellectuellement passionnant. Ça, je suis complètement d'accord. Scientifiquement, c'est vraiment, vraiment loin. Alors, Sauf si on emprunte un trou de verre, alors. ah ouais, mais alors pour l'instant, On emprunte un trou de verre. le problème des trous de verre, c'est que dans les théories telles que j'ai eu l'occasion d'en lire, en tout cas, c'est que ton trou de verre, il est tellement petit et tellement pas là longtemps que globalement, tu ne serviras pas à grand-chose. Mais Ça serait compliqué. imaginons, tiens, je te livre un truc qui pourrait peupler peut-être tes rêves ou tes cauchemars. Imaginons par exemple que quelqu'un sur une galaxie située toujours pareil à 30 millions d'années-lumière pointe un télescope vers la Terre. Il voit la Terre telle qu'elle était il y a 30 millions d'années. Bon, très bien.
Maintenant, imaginons que dans 30 millions d'années, un homme, un monsieur, ou un extraterrestre regarde la Terre au moment où un vaisseau spatial terrestre quitte Oui. son pas de tir. D'accord? Or, ce vaisseau a la particularité de pouvoir aller plus vite que la lumière. Et il arrive sur sa planète. Et il est allé plus vite que la lumière. On est d'accord. Oui. Ouais. Si les gens qui sont dans ce vaisseau prennent un télescope et regardent en direction de la Terre, ils verront le vaisseau dans lequel ils étaient. Ouais. Oui, Puisque oui, la on lumière arrive à. va venir mettre plus de temps à venir. Ah ouais, 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 c'est incroyable. Ouais, c'est un peu les paradoxes, bah, enfin, liés à les paradoxes des jumeaux, enfin tout ce qui est en fait avec le. Ah, les jumeaux de Langevin, oui, bah oui, ça, t'as pas fini avec ça. Ouais. Dès qu'on arrive on atteint des limites comme ça, on arrive sur des paradoxes qu'on a, enfin insolubles en fait. Qu'on n'est Mais pas c'est vachement forcément intéressant. câblé Moi, pour résoudre. Ouais. ouais, mais je me suis déjà, enfin, c'est le genre de trucs qui me prennent bien la tête, mais j'aime bien réfléchir à ça. Je crois savoir. Ah tiens, ça c'est pour l'homme de lettres. Galaxie vient du grec galaxias, mais que signifie ce mot? C'est dur. Celle-là, je t'avoue, elle est très dure. Galaxias. Est-ce que ça, il y a un lien quand même ou Ah bah il y a un lien, enfin bah, il y a un lien. Non, il y a pas honnêtement, il n'y a pas de lien. Non. Non. Enfin franchement, c'est compliqué d'établir un lien. Bah, de toute façon, à l'époque, si ça vient du grec, ils ne savaient pas trop ce que c'était, donc je dirais que ouais, il n'y a pas de lien. Alors, tu peux peut-être retrouver par le biais d'un nom de galaxie ce que ça, d'où ça vient. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est un mot qui doit vouloir, qui a rien à voir avec ça, puisqu'à l'époque, ils ne savaient pas ce qu'était une galaxie. Non, bah non, c'est bien pour ça que je dis que c'est dur, mais en même temps, c'est pas une question piège juste par hasard, mais tu vas comprendre pourquoi. Comme tu dis, effectivement, à l'époque, ils savaient pas ce que c'était. De toute façon, déjà, ils en voyaient pas vraiment. Euh, Ça veut dire laiteux. Ah ouais, ouais. Donc, quand tu repenses au nom de notre galaxie, la Voie lactée, qui tire ses origines de la mythologie grecque, il faut quand même réaliser que pendant l'essentiel de la présence de l'humanité sur Terre, on ne savait pas ce qu'on regardait, même quand on a pu regarder des galaxies, on croyait que c'était des nébuleuses. Il a fallu attendre le début du XXe siècle et Edwin Hubble pour comprendre ce qu'étaient des galaxies et que l'on voyait des galaxies. Tu vois, donc Hmm. entre finalement les Grecs et le XXe siècle, tu vois, ça a évolué, mais pas tant que ça. Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée va entrer en collision avec une autre galaxie, laquelle? Là, Ouais, tu es je sais pas, largement capable. je dirais Andromède, non? Bah ouais, C'est la ouais. plus proche. Alors c'est la plus grande, c'est la plus proche, Proche, proche. semblable à la nôtre, parce il y a des galaxies, toutes petites galaxies qui sont un peu plus près. Mais effectivement, dans 4 milliards d'années, les deux galaxies vont se Ah, rencontrer. Alors on appelle ça une collision en termes astronomiques. Ça ne veut pas dire que tout va péter. Hein. C'est parce que les distances, justement, les distances sont tellement grandes. Il peut y avoir quelques chocs qui arrivent, mais sur l'ensemble, ça devrait véritablement être plutôt une forme de fusion que véritablement un ouais, ouais, ouais. cataclysme absolu. Dernière Ok. question, toujours pareil, encore un peu pour l'auteur et le scientifique. Une seule planète dans le système solaire n'est pas nommée d'après un dieu, laquelle? Ah, alors attends. Mars, c'est un dieu. Vénus, c'est un dieu. Jupiter, c'est un dieu. Saturne, la Terre, quoi. Ouais, tu dis Je, la je vais. Terre? Bah, ouais, je dirais la Ouais, Terre. bah, c'est une bonne réponse. Ah Et, ouais. et tu sais qu'en plus, il y a une particularité, c'est que personne ne sait d'où vient ce nom. Personne ne sait. Ah ouais, tiens. Étymologiquement, on sait, mais pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça, on Ouais, n'en ouais, sait rien. je me suis jamais posé la question, c'est vrai. Ouais, bah, Excellent. comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, en règle générale, on ne se la pose pas. Écoute, bravo parce que tu as, quand même eu droit à un quiz qui était quand même particulièrement compliqué. J'ai été un peu moins dur avec les camarades en leur demandant les noms des planètes. Ouais, Mais en ouais. tout J'ai fait cas, des erreurs comme le diamètre de la Voie lactée, mais il y avait quand même des résidus ouais, ouais, t'étais pas très loin. Et surtout, encore une fois, le but des questions là était plus d'alimenter ta réflexion parce que vraiment, j'aimerais bien t'amener à aller enquêter du côté de l'astronomie parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs qu'on pourrait découvrir et qui pourraient qu'un astronome pourrait découvrir et qui pourrait peut-être alimenter l'idée qu'on se débarrasse de lui ou voilà. Donc De toute façon, il faudra que tu me donnes les idées.
tu me donneras des idées. Ouais, non, mais me pousse pas à ça. Tu sais très bien que je ne replongerai pas dans le polar. Mais par contre, je te servirai de conseiller avec plaisir. Franck, merci beaucoup d'avoir passé plus de d'une heure avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actu qui t'attend là sur l'année 2024? Ouais, ouais, bah, c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi et puis voilà, avec toutes les personnes qui vont regarder. Oui, 2024, bah, il y aura un nouveau roman qui sort en mai, qui va s'appeler Norferville, qui est le nom d'une ville fictive dans le Grand Nord québécois, où il va faire très très froid. BD de la Brigade des Cauchemars, qui sort toujours après les grandes vacances. Et puis voilà, après des petits trucs à droite à gauche, mais c'est surtout, voilà, c'est le principal. Donc voilà, nouveau prochain rendez-vous début mai, quoi, avec un nouveau roman. Et en termes de séries télé, est-ce qu'il y a d'autres adaptations qui seront là? Parce que je crois que Syndrome E a bien marché. Ouais, ouais, bah, il y a d'autres, oui, il y a des choses en cours. Alors, comme, j'ai quatre ou cinq de mes romans qui sont en cours d'adaptation, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est très très long, ça peut arrêter avant, tout ça. Là, je dirais la plus avancée, c'est Il était deux fois, donc adaptation de Il était deux fois pour France TV, pour France 2. Donc voilà, ça, on peut espérer, si tout se passe bien, une diffusion peut-être en 2025, quoi, l'année prochaine. Ce qui, à l'échelle astronomique, C'est extrêmement poussière. court, hein. Bah, attends, me lance pas dans le calendrier cosmique parce que là, je vais t'empêcher de dormir. Mais je t'enverrai un truc là-dessus, ça doit être clair. Franck, merci beaucoup. Continue à la fois à faire plaisir à tes lecteurs parce que Dieu sait que bah, j'ai pu rencontrer et qu'à chaque fois, te rencontrer ou lire tes romans, c'est étonnant d'ailleurs de voir à quel point ça touche les gens et ça leur fait du bien. Et puis, bah, merci aussi pour nous, tous les autres du polar, ceux qui y étaient comme moi, ceux qui y sont encore et ceux qui y seront, parce qu'il a fallu des figures de proue comme toi pour réussir à rendre ces lettres de noblesse à tout ça et à le faire accepter. Et c'est bien. Et puis, je sais que tu n'auras jamais le manque d'humilité de le dire, mais je voudrais juste, moi, à titre personnel, expliquer qu'un jour, il y a une quinzaine d'années, il y a un jeune auteur qui a écrit un roman qui avait été repéré complètement par hasard, et qui s'y attendait pas du tout, et qui un jour a reçu un mail d'un monsieur qui s'appelle Franck Tillier, et qui l'avait félicité et encouragé à continuer. Et ça, c'est la marque des grands, et ça, c'est ce que je pense de Franck. Voilà, merci beaucoup, mon Franck, je Mais, t'embrasse, et puis merci, David. tous mes voeux pour le prochain bouquin. À très vite. Ouais, merci de nous faire rêver avec la tête dans les étoiles. Merci à toi.